quelle approche du changement on va utiliser? Vous pouvez avoir une approche peut-être historique, regarde peut-être une approche, pourquoi pas psychologique, peut-être même une approche tout simplement philosophique, une approche sociétale. Quand on regarde par exemple aux États-Unis, l'exemple d'Edward Bernays, celui qui a mené énormément de changements par exemple dans la société américaine en utilisant les mécanismes psychologiques et sociaux. Par exemple, c'est grâce à ces travaux que, ils ont amené plus de femmes à fumer aux États-Unis. La société de cigarettes aux États-Unis a remarqué que les femmes étaient 52%, ne fumaient pratiquement pas. Donc, c'est une manne financière énorme qu'il faut aller chercher. Ils ont vu Edouard Bernays, pardon. Voilà, comment on va faire pour amener ce changement et que les femmes commencent à fumer. Il a mis en place tout un protocole, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec ce qu'il a appelé la flamme de la liberté, la torche de la liberté, pardon. Et aujourd'hui, on connaît le résultat. Donc, il y a ces genres d'approches qui peuvent être utilisées pour amener un changement dans une société. Gustave Le Bon parle de la psychologie de la foule qui peut être très, très bien canalisée dans un processus de changement, etc., comme l'âme d'un enfant. On peut aussi avoir, pour finir sur ce point, une approche religieuse, tout simplement. Si je prends l'islam à l'occurrence, l'islam aussi a sa théorie du changement. Comment on peut amener le changement? Dans cette approche religieuse, il nous dit par exemple un verset que vous connaissez probablement dans Surat Al-Ra'd, Surat le tonnerre, la Surat 13 du Coran, verset 11, un verset que tout le monde a déjà entendu vis-à-vis du changement. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas. Donc il y a cette dimension spirituelle, divine du changement. Vous faites tout, il vous accompagne. Eh bien, il dit, ben, il n'est pas dans votre processus de changement. Il ne change pas un peuple jusqu'à ce que vous changiez vous-même ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a dans vos âmes. C'est assez profond comme métaphore, hein. Et dans une autre sourate, sourate Al-Anfal, la sourate le butin 8, je crois verset 53, si ma mémoire est bonne, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il dit parce qu'Allah ne change pas un bienfait qu'il a fait à un peuple jusqu'à ce que ce peuple change d'abord son comportement, ce qu'il y a en lui. On entend assez souvent dire, ah, avant c'était bien, avant c'était ceci. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, mais personne ne se regarde lui-même. On va tous regarder ailleurs. Donc ça, c'est l'approche, encore une fois, islamique. Maintenant, si on pose la question au Niger, quelle approche on va utiliser pour le changement? Ça peut être compliqué à répondre parce que tout dépend du résultat qu'on cherche. Et comme je l'ai déjà dit, tout dépendra de notre réalité. Le prêt-à-porter, le fast-food, oublions. Regardons notre réalité, essayons de voir exactement quels sont nos besoins et par rapport à ça, définir et travailler ensemble, chacun à son niveau. Et vous allez voir tout à l'heure ce que j'ai appelé l'approche multi-échelle. Nous avons des acteurs principaux et chaque acteur doit jouer son rôle pour que le changement marche. L'autre chose qu'il faut rappeler rapidement, c'est que nous sommes aujourd'hui pour parler du changement à l'échelle d'un pays. Mais sachez que le changement d'un pays est une résultante. Personne au monde qui a changé un pays juste comme ça parce que il y a une recette pour changer un pays. C'est une résultante. Elle se remarque, c'est un résultat. Et quand on dit résultante, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses avant. Le changement du pays ne fait que se faire remarquer en fait. On le voit parce qu'on a fait ça, on a fait ci pendant X temps. Mais on ne peut pas dire, OK, voilà la recette, on change le Niger. Ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas changer, donc vous ne pouvez pas avoir ce résultat du changement du pays si vous n'avez pas eu un changement au niveau de la nation ou du peuple, par exemple. Et vous ne pouvez pas avoir un changement au niveau de la nation si vous n'avez pas eu un changement au niveau des individus. Donc, encore une fois, le titre nous montre une finalité, une résultante. Mais le travail qu'il faut faire, l'effort qu'il faut faire, c'est à l'échelle individuelle. Chaque personne ici présente est comptable de ce changement. Et si chacun joue le jeu, on va le remarquer nous-mêmes, on va l'observer, on va le constater comme une résultante, comme je le disais. Et donc, pour que cela marche, les individus vont se répartir dans trois catégories différentes. Il y a d'abord le début, là d'où tout part, la nation ou le peuple. Tout part de là. La plupart des temps, nous sommes plutôt, on va dire, aptes ou rapides à condamner ceux qui sont en haut, mais nous oublions qu'ils viennent de la base, en fait. Ils viennent d'en bas. Donc, lorsqu'on accomplit cela, quel est le rôle que la nation va jouer? Les individus qui composent cette nation vont bien sûr alimenter nos institutions,
et les institutions qui sont aussi pilotées voilà, sous l'autorité de l'État. Chacun a un pouvoir différent sur lequel il peut amener le changement. Chacun va agir sur un pouvoir. Quand on parle d'État, en général, ça se repose sur quatre choses, n'est-ce pas? Il y a d'abord une autorité qu'elle exerce en toute souveraineté sur une population qui est dans un territoire bien précis. Et c'est un État. D'accord? On peut avoir des pays sans État. Un pays, je vous ai dit, c'est la territorialité, donc la notion géographique. À un moment, la Libye n'avait pas d'État, par exemple. Pourtant, le pays était là, il n'a pas disparu, etc. On peut avoir aussi des nations sans État ou sans pays, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais à chaque niveau, il y a un pouvoir qui peut être utilisé pour avoir le changement. L'État, ça sera le pouvoir décisionnel. Les institutions vont exécuter ces décisions et la nation ou le peuple a, lui, le pouvoir de choisir. Dès lors que ces trois pouvoirs marchent en cohérence, chaque acteur est dans la capacité de jouer son rôle pour avoir le changement. Mais il suffit qu'un seul de ces acteurs ne joue pas son pouvoir ou ne bénéficie pas de son pouvoir pleinement, le changement peut être difficile. Et les pays que j'ai cités, ils ont su avoir cette coordination, cette cohérence des pouvoirs. Et c'est ce qui a fait que chaque acteur a joué son rôle. Et bien aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont là où ils sont. Lorsque l'État n'a plus de pouvoir de décision, soit par le biais d'un autre pays qui lui arrache ça, eh bien, on n'a plus de souveraineté. Et rappelez-vous, je vous ai dit que l'État repose sur quatre choses. Et quand ces quatre choses ne sont pas solides, c'est difficile d'avoir le changement. Vous n'allez avoir que le changement que quelqu'un veut que vous ayez, mais pas le changement que vous voulez. Et rappelez-vous une chose importante que j'ai dite au début, le changement, c'est un destin national. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire, voilà comment vous allez vous changer. Ça n'existe pas. Auquel cas vous changez pour lui, mais pas pour vous. Donc, si c'est pas un autre pays, des fois, ce qui se passe, c'est dans le même pays où l'État corrompt le pouvoir des autres couches, des autres acteurs. Et là aussi, le changement sera difficile. Si l'État corrompt le pouvoir des institutions, si l'État met des gens qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas, si l'État crée des divisions à travers de l'injustice sociale, etc., le changement, il faut oublier. Ça va pas marcher. Donc la souveraineté peut être corrompue, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Maintenant, pour répondre à cette question, si on a compris tout ce que nous venons de voir, OK. Et ça nous amène à la question, quel changement pour un Niger nouveau? D'abord, pourquoi le changement? Sachez que le changement, on le fait pour deux raisons, en règle générale. Le changement se fait soit parce qu'il y a une douleur qu'on veut enlever ou il y a une aspiration qu'on veut atteindre. C'est les deux raisons qui poussent au changement. Lorsque la douleur n'est pas assez vive, les gens ne seront pas motivés pour le changement. Lorsque l'aspiration n'est pas assez forte, les gens vont traîner les pieds pour le changement. Ne va regarder que ses intérêts. Maintenant, quel changement alors? Où est-ce qu'on va mettre le curseur? Et c'est là où je vais vous parler très rapidement d'un parallèle que j'ai fait avec les travaux d'Abraham Maslow, que j'ai appliqué à l'échelle du pays. Et on va retrouver les cinq niveaux de besoins. Maintenant, la question c'est, OK, où est-ce qu'on met le curseur pour ce qui est du Niger? Pour comprendre ce qu'on va changer pour aller chercher le nouveau Niger. Lorsqu'on regarde le niveau de besoin, le premier niveau, et vous allez réfléchir avec moi en même temps pour vous dire, ah oui, attends, on est à ce niveau. C'est le besoin d'exister. Pour chaque pays, il y a des pays encore qui sont là, hein. Ils ont le besoin d'exister parce que leur existence est contestée par d'autres pays. Donc, la première chose ou le premier besoin d'un pays, c'est déjà exister tout simplement. Et pour pouvoir exister, en règle générale, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la notion de sacrifice. Les pays qui n'ont pas assuré encore leur existence, ils sont tout le temps dans cette dimension de sacrifice et de don de soi. Je ne vais pas citer des pays, mais cherchez les pays qui sont tout le temps en guerre pour leurs frontières, etc. Vous allez voir qu'ils sont en permanence dans le sacrifice et le don de soi. Lorsque l'existence est assurée, vous allez voir que le deuxième niveau, toujours dans ce premier palier, la deuxième chose que le pays va chercher, c'est son intégrité. Donc, garder son territoire sans qu'un autre pays vienne dire, je vais dans les 1 267 ou 247 000 km², je vais 1 km². Assurer l'intégrité. Qu'il y ait 0 km² contrôlé par X, Y, Z. Ça, c'est la deuxième chose. Et pour assurer l'intégrité, des fois, malheureusement, il faut souffrir. Et la dernière chose qu'il faut faire à ce niveau, la souveraineté. C'est les trois piliers de l'existence. Si vous n'avez pas garanti les trois,
votre existence n'est que théorique. Et la souveraineté demande le sens du devoir de chaque personne. Parce que lorsque vous voyez un pays perdre de sa souveraineté, en règle générale, c'est sous la complicité de ses propres fils. Si chacun a le sens du devoir, eh bien, on garantit le premier palier du besoin, qui est celui d'exister. Est-ce que vous pensez que c'est à ce niveau que le Niger va faire son changement? Vous le direz tout à l'heure. Mais une fois que ça, c'est garanti, le premier niveau de besoin est garanti, on va passer au besoin de se protéger. Et même là, vous avez plusieurs sous-paliers sur lesquels il faut travailler. La première chose pour se protéger, c'est déjà la défense et la sécurité. Parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez même pas vous défendre. On a vu à un moment où même pour acheter des armes, il faut que certains pays valident les types d'armes que vous allez acheter et où est-ce que vous allez les acheter. Et en ce moment, impossible pour vous de garantir votre sécurité, votre défense. Pour se protéger, il faut déjà avoir ce premier palier et la première marche de ce palier pour se protéger, c'est votre défense et la sécurité. Là, ça va protéger contre les agressions externes. Lorsque la défense et la sécurité sont garanties, il faut attaquer la justice sociale. La justice sociale, elle a cet avantage, pardon, cette garantie d'avoir une stabilité et cette fois-ci une protection contre les agressions intérieures. Lorsqu'il n'y a pas de justice sociale, un pays n'est pas protégé. Et quand la justice sociale est garantie, il faut préserver la culture et les valeurs. Parce que là aussi, ça donne de l'ancrage. Un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas de valeurs, allez-y lui demander de changer voie. Et si on part sur les 5 valeurs qu'on avait vues, ça peut déjà faire quelque chose sur lesquelles on s'entend et sur lesquelles on peut tous avancer. Lorsque le besoin de se protéger est garanti, on peut en ce moment avancer sur le suivant. Maintenant, on peut se développer. La première chose à faire, c'est le capital humain, la méritocratie et la performance. Même si on a assuré les autres, mais que on ne respecte pas le capital humain, on ne met pas des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, etc., etc., ça sera très, très difficile. Quand le capital humain est garanti, ça crée la confiance et la confiance crée la notion de responsabilisation. Patrick Lencioni a expliqué très bien en italien dans ce qu'il appelle les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Il dit que la première chose qui dysfonctionne dans une équipe, je pense que c'est pareil pour un pays, c'est la confiance. Quand la confiance part, la notion de responsabilisation disparaît. Les gens viennent au boulot quand ils veulent. Ils partent quand ils veulent. Ils sont au travail, mais ils font leurs affaires, pardon, parallèlement. Et quand la confiance est garantie, on peut avoir le développement social qui va créer de la motivation et de la créativité. Et quand il y a le développement social, on peut prétendre au développement économique. Et là, on a la création de richesses. Singapour est passé par là. Les pays développés, la plupart sont passés par là. Une fois que le besoin de se développer est garanti, on peut maintenant aller assurer le besoin de devenir. Respect des autres nations. Donc, ça va renforcer l'image et la considération qu'on a pour le Niger. Et ça va donner au Niger un leadership, un vrai leadership. Et là, ça crée de l'opportunité. Et lorsque tout ça s'est fait, le besoin d'accomplir le progrès et l'innovation qui vont maintenant contribuer à améliorer la vie de la nation. Je vous pose une question très simple. Où est le curseur du changement aujourd'hui au Niger? Mais déjà, quand on comprend les différentes étapes et que tout le monde se met dans le CHU, on peut aller chercher ce changement dont tout le monde rêve. Et l'idéal, c'est de se retrouver là. Parce que l'innovation, l'attractivité, etc. vont faire que tout le temps, on améliore les conditions de vie des gens, pardon. La santé va s'améliorer, le progrès, l'innovation, la créativité. Une fois qu'on a compris ça, on sait là où on va jouer. J'espère que vous avez répondu là où on va jouer. Alors, comment réussir le changement? On va aller vers un changement de posture et de paradigme comme étant la clé qui nous permettra de réussir ce changement, étant donné qu'on a identifié exactement sur quoi on va jouer, étant donné que tout le monde fait confiance, même si sur certaines choses on n'est pas d'accord. Je sais que j'insiste, je reviens là-dessus, étant donné que nous sommes tous armés d'humilité pour accepter que d'autres points de vue s'expriment, pas forcément les nôtres, étant donné que nous avons cet état d'esprit d'unité, etc. Maintenant, tout est une question de mindset. Et c'est ça qui fait la magie du changement. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'effet papillon, hein, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un énorme changement en partant sur quelque chose qui coûte 3 fois moins que rien, qui coûte rien du tout, juste en changeant le mindset. Si tout le monde change le mindset et que nos âmes résonnent dans la même vibration énergétique qui est positive, le Niger peut changer plus vite qu'on ne le croit parce que tous les voies seront ouvertes.
Donc ça, on l'a déjà vu. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, OK, est-ce qu'on peut embarquer tout le monde dans un processus de changement? Ce qu'il faut dire, il n'y a aucun pays qui a changé parce que d'un coup, toute la population a changé. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste une masse critique. On ne peut pas avoir l'adhésion de tout le monde pour amorcer le changement, mais on a besoin de l'état d'esprit d'une masse critique pour le réussir. Aux États-Unis, c'était les quatre pères fondateurs que vous connaissez. Thomas Jefferson, John Adams, etc., etc. Quatre, puis sept. Et aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. En Chine, il paraît que c'était d'abord 20, puis 200, etc. Et aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. Je vous ai parlé de Singapour, la vision d'un homme visionnaire, etc. Dès qu'on a la masse critique qui est prête au changement, qui est dans l'état d'esprit du changement, waouh, ça peut créer une dynamique énorme et les résultats peuvent être extraordinaires. L'appel, c'est que chacun fasse partie de cette masse critique à son niveau. Il faut commencer à oublier les intérêts individuels et personnels. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article pour demander si les abeilles n'étaient pas plus intelligentes que nous, les humains. Les abeilles, quand vous voyez comment elles arrivent à préserver leur essaim, à sauvegarder leur, on va dire, la colonie, c'est impressionnant. La répartition du travail, le dévouement pour la vie de l'essaim, c'est tout simplement impressionnant. Parce que chaque abeille sait que voilà son rôle, elle le joue et c'est fini. Celle qui est censée devenir la reine, pardon, est la seule qui est nourrie avec ce qu'on appelle la gelée royale. Les autres ne vont pas venir dire, ah, moi aussi, il faut que je goûte, pardon. Mais nous deux, qu'on fait trois, quatre efforts, on veut de la gelée royale. Il me faut tel poste, il me faut... Donc, c'est comme si, en fait, le changement, on le veut que pour nous. Il y a des abeilles qui, leur rôle, pardon, c'est de monter la garde pour que les intrus ne montent pas dans les sèmes et puis aller peut-être piquer le nectar ou bien faire un dégât quelconque. Et ces abeilles-là qui montent la garde, qu'on appelle les gardiennes, elles sont capables de mettre jusqu'à la dernière goutte de leur dard, sachant que si elles mettent tout leur dard pour se défendre, elles vont mourir, mais elles le font quand même. Là, c'est ça le laboussani. J'en tiens qu'à ça. Une abeille peut butiner ce qu'on appelle les butineuses, parcourir jusqu'à l'équivalent de 2500 km pour un humain. Elle peut butiner sur un rayon de 3 km. On dit que c'est l'équivalent pour un humain de parcourir 2500 km pour aller chercher quoi? Pour amener la nourriture dans les SEM. C'est pas pour elle seule, hein, c'est pour les SEM, la colonie. Mais nous, comment on fait? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai fait ça, j'ai rien, eh bien, je me désolidarise. Je marche plus. Est-ce que les abeilles sont plus intelligentes que nous? Du coup, il nous faut une masse critique de personnes qui vont chacun à son niveau juste chercher le changement positif et durable du pays, de la nation, pour peut-être la génération présente et future. Mais il faut être conscient que tout le monde ne peut pas marcher. Et c'est là où je parle de la notion de responsabilité partagée. Chacun a une responsabilité sur laquelle il va agir, ou par rapport à laquelle, pardon, il va agir pour qu'on ait ce changement. Elle est beaucoup plus large, hein, mais j'ai juste pris quelques actions que chaque niveau peut faire, pardon. Par exemple, pour le haut, l'État, c'est une vision qui est claire. Des moyens de cette vision, la justice sociale, la stratégie des alliés et un bon ami. Les institutions, c'est l'efficacité et la performance. La nation, donc chacun d'entre nous, c'est un état d'esprit positif. Le sens du devoir et l'approche du CHU. Faire confiance, même si je ne suis pas d'accord, mais on y va. Humilité, même si je pense que je suis plus intelligent que l'autre, mais on y va. L'unité, même si c'est pas là où je pense qu'on doit aller, mais on y va. Si chacun joue cette notion de responsabilité partagée, encore une fois, ça va avancer. Je vais faire un zoom rapide sur chaque partie, en l'occurrence la première et la deuxième, et ça va nous permettre, je pense, d'aller vers les discussions. Pour ce qui est du rôle de l'État, clarifier la vision. Donc, je crois qu'il y a eu une présentation du Premier ministre sur la vision du Niger il n'y a pas très longtemps. Peut-être que vous l'avez tous suivi. Donc là, c'est le premier rôle de l'État, clarifier la vision. On dit que quand la vision est floue, la bêtise devient claire. Et donc, j'espère que cette vision, elle est claire au niveau de chaque personne et que ce premier maillon est bon et qu'on est en train d'avancer. Lorsque la vision n'est pas claire et qu'elle est floue, vous allez mobiliser toutes les ressources et tout un pays, mais vous tirez à côté. Les gens travaillent chaque matin de 8 heures à même 2 heures du matin. Les gens partent au bureau de 8 heures à minuit s'ils veulent, etc., etc., mais il n'y aura pas de résultat. Ils vont tirer à côté. Donc, c'est pas comme si on ne travaille pas. Du coup, il ne faut pas être pris, pardon, par le fait juste de bouger. Bouger ne veut pas dire avancer. On peut bouger en restant sur place.
Donc, c'est ça vraiment le premier élément qui va nous permettre d'avancer, parce que la vision, c'est la boussole du changement. Et l'autre chose qu'il faut aussi rappeler rapidement, pour passer ce point, on peut réussir le changement avec une vision commune, même si les intentions sont divergentes. Mais on ne peut pas réussir le changement sans vision commune, même si toutes les intentions sont convergentes. Et il suffit de regarder tous les processus de changement que vous pouvez étudier, depuis la religion, depuis les prophètes jusqu'à peut-être aux grands hommes de notre période, aux grandes dames aussi. Vous allez remarquer une chose, il n'y a jamais un changement où tout le monde a la même intention. Ça n'existe pas. Lorsque vous faites un changement, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas là pour les mêmes raisons que vous, si c'est vous le leader. Il y a beaucoup de gens qui sont là, encore une fois, pour leurs propres intérêts. L'autre a brillé pendant tel processus, c'est mon tour de briller, c'est tout ce qui les anime. Si vous me le permettez, je voulais prendre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fait l'hégire de la Mecque vers Médine, il lui a été révélé par Dieu qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient avec lui n'ont pas la même intention. On connaît tous le célèbre hadith de Arbaoun hadith qui est en première position, je crois. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et le prophète nous dit Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, etc. Il dit celui qui a fait son hégire pour Dieu et son prophète, donc il veut ce changement d'un ancien ordre à un nouvel ordre, il l'a fait pour Dieu et son prophète, eh bien ça sera comptabilisé pour Dieu et son prophète. Et celui qui a fait son hégire, les dunya, wa man kanat hijratuhu les dunya, yusibuha. C'est lui qui a fait son hégire. Tous ces efforts qu'on fait, il le fait juste pour avoir le monde les biens de ce monde, eh bien, il l'aura. Mais le changement va avancer. Et il dit, Awimra Atin, et celui qui a fait son hégire juste parce qu'il y a une femme que tu voulais épouser, tu as vu que voilà, les musulmans se sont déplacés, tu te déplaces pour avoir cette femme, il dit, ben, tu vas l'épouser. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dans un processus de changement, il faut accepter ce fait. Si vous vous battez contre les gens qui ont des intentions divergentes, vous perdrez de l'énergie pour avancer dans le processus de changement. Laissez-les avoir ce qu'ils vont avoir, ils seront au verso de l'histoire. Mais vous, battez-vous pour un vrai changement. Et l'autre chose qui est intéressante, celui qui se bat pour un vrai changement, sans arrière-pensée, après, il aura toutes les récompenses là sans qu'il l'ait voulu au départ. C'est ça qui est impressionnant. Mais la chose sur laquelle il faut qu'on soit aligné, c'est la vision. La vision commune, c'est elle qui doit être la boussole. La deuxième chose que le haut doit assurer pour qu'on réussisse, c'est de favoriser une bonne sociodynamique. C'est un terme qui est cher à Christian Fauvé, qu'il a démocratisé. La sociodynamique, c'est la capacité à avoir plusieurs couches regardées dans la même direction. Imaginez dans un pays, vous avez une couche sociale qui regarde exactement dans la direction, par exemple, des autorités actuelles. Vous avez une autre couche qui regarde exactement dans une direction opposée. Et vous avez d'autres couches, c'est en leur sein même qu'ils ne s'entendent pas. Les gens ne s'entendent pas au sein même de la couche. À plus forte raison, regarder dans une direction. Lorsque on a un pays comme ça, ou une structure ou une organisation comme ça, là aussi, vous allez tirer à côté. Les gens travaillent, les gens partent au boulot, on les paye, on fait ci, on investit, mais on tire à côté. On peut ne pas avoir de changement ni de résultat d'ailleurs. Donc, c'est une responsabilité, encore une fois, d'avoir cette sociodynamique. La sociodynamique, c'est ça. C'est d'avoir au sein de chaque groupe qu'il regarde dans une direction et maintenant la dynamique entre les différents groupes soit aussi positive et qu'elle fasse avancer. L'autre chose qu'il faut faire, et là je vais aller vite parce que je pense que mon temps file, la stratégie des alliés. La stratégie des alliés va nous faire appeler deux matrices rapides. C'est qu'il faut regarder pour faire ces alliés qui participent à ma synergie dans mon élan, selon ma vision, dans mon changement, et qui est un antagoniste, pardon, à ma synergie. Les deux choses vont nous aider, plus peut-être d'autres que vous pouvez ajouter, bien sûr. Il y a des alliés qui ne vont ni dans le sens de votre antagonisme, ni dans le sens de la synergie, c'est des alliés neutres. Ils vont peut-être pas vous apporter grand-chose. Ils vont peut-être pas nous apporter grand-chose. Il y a des alliés, pardon, qui, eux, malheureusement, vont renforcer le cadre de l'antagonisme de notre changement sans rien apporter dans le cadre de la synergie. Alliés toxiques à éviter, quel que soit ce qu'on pense qu'on peut gagner rapidement. Il y a des alliés qui favorisent la synergie et aussi il y a de l'antagonisme, il y a des problèmes. C'est un allié encombrant à faire valoir avec précaution et prudence. Les alliés stratégiques qu'il faut privilégier, c'est un allié qui nous permet d'aller vers nos synergies sans nous créer des problèmes ou sans renforcer le cadre de l'antagonisme. Tout ça, c'est là concernant les alliés externes. Maintenant, pour ce qui est des alliés internes, ça vous connaissez aussi la matrice peut-être, c'est l'influence et l'intéressement.
Les alliés qui ne sont ni influents et qui ne sont pas intéressés, il faut quand même les tenir informés parce que c'est un processus de changement. Les alliés qui sont influents mais qui ne sont pas intéressés, il faut trouver le moyen de les intéresser. Quand je dis le moyen de les intéresser, il ne faut pas voir les pots de vin autres. Malheureusement, dans un processus de changement, s'il faut qu'on vous donne de l'argent, on est mal parti. Il y a beaucoup qui demandent la récompense rapidement. Avant même de bouger, certains demandent la récompense. C'est un mauvais allié. Les alliés qui sont intéressés mais qui n'ont pas d'influence, il faut les faire participer, les associer. Et les alliés qui doivent être devant le changement, c'est des alliés qui ont de l'influence et qui sont intéressés par le changement sans chercher encore une fois quelque chose en contrepartie. Et comme je l'ai dit, la contrepartie va les trouver sans qu'ils la cherchent après le changement. D'accord? Quand vous regardez les 12 étapes que nous propose par exemple Joseph Campbell pour avoir un changement, tous les grands leaders et les prophètes, je vous le disais, ils ont suivi à peu près ces 12 étapes. Et il y a une étape, notamment la huitième, c'est quand vous arrivez à avoir la victoire par rapport à ce qui va vous permettre de changer. Et il y a une autre étape qu'on appelle l'élixir, qui est la neuvième. C'est là où vous allez profiter de beaucoup de choses. Et des fois, malheureusement, il y a des personnes, c'est là aussi où ils tuent leur idée. Dès qu'ils commencent à goûter à l'élixir, c'est-à-dire la récompense, ils oublient tout. Le changement qu'ils ont engagé, ils oublient, ils l'enterrent. Ils ne vont que profiter maintenant des bienfaits